Tous. Nous voici donc dans le dernier chapitre du programme d'histoire de l'année de 6e. C'est donc le chapitre numéro 3 du thème numéro 3, l'Empire romain dans le monde antique. Ce chapitre 3 s'appelle les relations de l'Empire romain avec les autres mondes anciens, l'ancienne route de la soie et la Chine des Han. C'est ce dernier chapitre qui va conclure votre programme d'histoire. Donc après avoir vu la naissance et le développement de l'Empire romain, ainsi que la présence des chrétiens dans cet empire, de leur persécution et de la mise en place de cette religion comme la religion officielle de l'empire, nous allons voir désormais comment est-ce que l'Empire romain, pendant son développement, a eu des relations avec des sociétés et des civilisations hors de l'Europe, et notamment la Chine des Han. Donc, dans un premier temps, je vous présentais ces deux documents, ces deux représentations artistiques qui nous montrent finalement et qui permettent aux historiens, aux archéologues de prouver par ces différents éléments que la Chine des Han et l'Empire romain avaient des liens. Ce qui est important de voir dans ce premier document, qui est une représentation artistique, c'est une fresque de la Villa des Mystères présente à Pompéi et qui date du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce qui nous intéresse, c'est cette femme que vous avez à gauche. Cette femme que vous avez à gauche est habillée à la romaine, c'est-à-dire est habillée avec une toge, que possède aussi également la femme que vous avez au centre, une toge de couleur bleue. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce voile qu'elle a sur la tête et sur le dessus de son corps. Il s'agit d'une partie de sa toge réalisée en soie chinoise. Cette soie chinoise est reconnaissable ici parce qu'elle est très transparente et qu'elle n'a pas la même couleur que cette toge romaine. Donc cela nous montre bien qu'au 1er siècle après Jésus-Christ, les Romains, notamment fortunés, possédaient et portaient des vêtements, notamment en soie, et ces Romains ne produisaient pas de soie et que cette soie venait forcément de Chine. A l'inverse, nous avons ici donc un élément d'un pantalon qui date du second siècle après Jésus-Christ, qui a été retrouvé en Chine et qui nous présente, alors sous cette partie-là qui nous intéresse, cette figure mythologique romaine, puisqu'il s'agit ici d'un centaure, donc un homme avec le bas de son corps mi-homme, mi-cheval, et cette figure mythologique n'est pas du tout et ne fait pas du tout partie de la civilisation chinoise, mais bien de la civilisation occidentale et de la civilisation romaine, ce qui montre bien également les liens avec l'Empire romain. De plus, vous avez ici un personnage qui a des caractéristiques physiques plutôt d'une personne indo-européenne, plutôt que d'une personne chinoise. Donc, vous voyez bien avec ces éléments que Empire romain et Empire des Han ont des liens, notamment commerciaux, mais également culturels. Ce qui nous amenait à l'introduction, donc l'Empire romain avait des liens avec des civilisations anciennes qui pouvaient être lointaines. Grâce à la découverte d'objets produits hors de l'Empire romain ou des représentations artistiques, nous savons que l'Empire romain avait des liens avec la civilisation chinoise. Et la problématique, quelle relation l'Empire romain entretenait-il avec les autres civilisations anciennes, et notamment la Chine des Han? Donc vous aviez, pour commencer le grand 1, à la rencontre de la Chine des Han, un travail à faire sur les différentes caractéristiques de cette Chine, puisque c'est un empire qui est comparable à l'Empire romain à la même période. Donc pour commencer, vous aviez une carte qui vous présentait justement cette Chine des Han et ce territoire. Alors on peut voir finalement que cette Chine des Han est très étendue et qu'en plus de ça, elle va s'étendre vers l'ouest, donc vers ce qu'on appelle la région du Xinjiang, et vers le sud avec la région du Guangdong. C'est un empire qui va chercher effectivement à s'étendre au fur et à mesure, mais qui va aussi être confronté, comme l'a été l'Empire romain, à des ennemis, notamment ces nomades des steppes du Nord, ce qui va faire entraîner la création de cette grande muraille de Chine que vous pouvez encore voir aujourd'hui, qui n'a pas été détruite et qui est visitable et sur laquelle qu'on peut voir. Cette grande muraille de Chine ressemble, et je fais le lien avec le cours sur l'Empire romain, aux limes, qui étaient, je vous le rappelle, ces frontières fortifiées réalisées par les Romains autour de l'Empire pour les protéger des attaques extérieures. Donc les Chinois de l'Empire des Han réalisent exactement la même chose. Donc voilà l'actuelle muraille de Chine, elle fait plus de 5000 km de long et elle est toujours visitable et elle permet de montrer que les Chinois se protégeaient des attaques ennemies.
Pour diriger cet énorme territoire, il y a ce qu'on appelle des empereurs, et notamment un empereur qui est très connu, c'est l'empereur Wudi, qui est né en 156 avant Jésus-Christ et qui est mort en 87 avant Jésus-Christ, qui monte sur le trône à l'âge de 16 ans, et Wudi veut dire en chinois empereur guerrier. Il est connu puisque c'est sous l'empereur Wudi que l'empire des Han va s'étendre le plus rapidement et le plus long et le plus loin, notamment dans l'ouest et vers l'Asie centrale, et c'est grâce à lui notamment qu'il va instaurer également une capitale durable et également il va renforcer son pouvoir. Il est connu aussi pour aimer beaucoup la culture et pour développer aussi un aspect très culturel de la Chine, donc il va aussi permettre à la Chine d'avoir de grandes découvertes artistiques. Donc il est considéré, cet empereur Wudi, comme un des plus grands souverains de la dynastie des Han. Et vous avez donc ce document-là qui vous montrait justement que grâce à lui, il y a une ouverture à l'ouest, donc dans cette partie-là de l'Empire, ici, ce qui va permettre en fait les échanges plus tard avec l'Empire romain, puisque c'est grâce à cette route que vous avez ici, qu'on avait appelée la route de la soie, que l'Empire romain que vous avez à l'ouest ici et la Chine des Han vont avoir des liens et notamment des échanges commerciaux. Il va donc ouvrir l'empire des Han à l'ouest. Il va notamment découvrir ce qu'on appelle les chevaux volants, qui sont des chevaux d'Asie centrale connus pour leur rapidité, qu'il va récupérer et qu'il va utiliser notamment pour l'armée, ce qui va rendre l'empire des Han et l'armée surtout des Han très puissante, et ça va être l'armée la plus puissante de cette partie du monde, comme l'armée romaine, ce qu'on a étudié auparavant. Donc je vous laisserai lire tranquillement ce texte qui vous présente notamment cette histoire de chevaux volants. Alors, finalement, je reprends un peu comme on a fait sur l'Empire romain, comment diriger l'Empire. Alors, par une écriture, alors je vous rappelle que les Romains avaient une écriture latine, l'Empire chinois possède une écriture en idéogramme, c'est-à-dire en dessin. Ça doit vous rappeler un peu cette écriture, ce qu'on a vu dans les premiers états, en pictogramme, les hiéroglyphes. Alors, les Chinois, encore aujourd'hui, utilisent ces idéogrammes. Alors, l'écriture a un peu changé, mais nous savons très bien décrypter et traduire ces écritures. Et donc, finalement, c'était un moyen, cela a été fait sous le premier empereur, d'unifier cet empire qui est très grand, puisque tout le monde utilise cet idéogramme pour parler et pour échanger des informations. L'empereur, il ne peut pas gérer tout seul cet énorme empire, donc il va utiliser ce qu'on appelle des mandarins, qui sont des fonctionnaires. Alors cette petite statuette que vous avez ici en terre cuite représente un mandarin. Donc un fonctionnaire, c'est une personne qui sait lire et qui sait écrire et qui va notamment rédiger des lettres avec ces idéogrammes pour faire circuler les informations dans l'Empire romain, également informer l'empereur de décisions politiques, économiques, culturelles, commerciales. Donc le fonctionnaire, ces mandarins sont un peu les représentants de l'empereur dans chaque commune, dans chaque ville, et ils donnent des informations à la population et ils rédigent les textes importants. Alors ça peut être des contrats, ça peut être des traités de paix, des traités de guerre, ou encore des choses très simples comme des factures ou des lettres à échanger entre populations. Donc voilà, donc pour diriger l'empire, l'empereur il a la tête, mais il ne le dirige pas tout seul, il a ses mandarins, ses fonctionnaires pour l'aider, un peu comme les gouverneurs qu'on a vus dans l'Empire romain, et il y a également une écriture unifiée qui permet que toute la population parle la même langue et puisse échanger des informations. Donc c'est ici votre première trace écrite. Donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Qin, qui a régné entre 221 et 209 avant Jésus-Christ, unifie la Chine et devient le premier empereur de Chine. Il impose un calendrier, une écriture en idéogramme, celle qu'on vient de voir, des poids et des mesures uniques dans tout l'empire. Sous les Han, l'empereur Wudi, qui a régné entre 140 et 87 avant Jésus-Christ, crée une armée puissante. Il étend l'empire chinois vers le sud et l'ouest. Pour protéger l'empire des attaques du nord, il prolonge de 5000 km la grande muraille de Chine. À son apogée, donc je vous rappelle, apogée c'est à son maximum, l'empire des Han a une superficie et une population de 60 millions d'habitants, comme l'empire romain, ils sont comparables. Pour gérer le territoire, l'empereur recrute des fonctionnaires, appelés mandarins, qui le représentent dans tout l'empire. Et pour poursuivre également, les Chinois, et notamment sous l'empire des Han, sont très en avance sur les Occidentaux et sur les Européens. Donc je vous montre ce petit tableau qui vous illustre parfaitement cette avance. Par exemple, sur le papier, on sait que les Chinois ont inventé le papier aux alentours du second siècle avant Jésus-Christ. Le papier n'arrive en Occident, donc en Europe, qu'au XIIIe siècle. C'est la même chose pour le gouvernail, vous savez, pour guider les bateaux. Il est inventé au 1er siècle après Jésus-Christ par les Chinois, il n'arrive qu'au XIIe siècle, ou la boussole, par exemple, qui va servir aux grandes découvertes, qui a été créée au 2e siècle par les Chinois, et qui n'arrivera qu'au XIIe siècle après Jésus-Christ
en Europe. Donc ce qui vous montre bien que les Chinois sont très avancés sur les Européens. Les Européens pensaient être en avance sur pas mal de choses, en fait pas du tout. La civilisation chinoise a quelquefois 10 ou 15 siècles d'avance sur les Européens. Autre chose, il y a des grandes richesses artistiques, c'est le cas de l'utilisation de la jade ou de la soie, ce qu'on verra plus tard. La jade, qui est un élément très rare et très précieux, est utilisé pour créer des sortes de momies lorsqu'on veut enterrer des gens très importants. Alors on n'enterre pas tout le monde entouré de jade, hein, c'est surtout pour les gens, les empereurs ou les hauts fonctionnaires qui ont des costumes funéraires en jade, ce qui montre aussi leur richesse et les prouesses artistiques de cette civilisation chinoise. Donc c'est votre seconde trace écrite. Les Chinois ont une avancée technique sur l'Occident dans de nombreux domaines. Ils savent produire la soie depuis très longtemps et gardent le secret de fabrication. Ils ont inventé le papier, la boussole et réalisent les premières anesthésies générales bien avant les Européens. Ils réalisent également des productions de jade ou encore de porcelaine.